Le but de l'aspirant à la sagesse spirituelle est d'entrer sur les plans d'existence les plus hauts. Il doit devenir un homme nouveau, plus parfait dans tous les domaines qu'il l'est dans le présent, et pour avoir ce succès, ses capacités et ses facultés devront augmenter en portée et en puissance. Tout comme dans le monde visible, nous remarquons aussi que chaque étape sur l'échelle de l'évolution est marquée d'une augmentation des capacités. H.P. Blavatsky. La plupart du temps, Blavatsky va parler des plans dans le sens des états de conscience. Une des difficultés par rapport à ce que nous verrons plus tard avec Besant et Leadbeater, lorsqu'ils décrivent la constitution de l'homme et de l'univers, une des difficultés, entre autres, à mettre ces descriptions une à côté de l'autre et de les comparer, c'est qu'ils parlent en fait de différents aspects de la réalité. Blavatsky va rarement porter une attention particulière concernant la sorte de matière qui constitue les plans. Elle divise les plans en fonction des états de conscience. Donc, selon elle, le mental inférieur appartient à un plan et le mental supérieur à un autre plan, parce que la façon dont vous percevez le monde à partir du mental supérieur est totalement différente qu'à partir du mental inférieur. Et lorsque Besant et Leadbeater font la description des plans, puisque le plan mental supérieur et inférieur travaille en utilisant le même type de matière, la matière mentale, même si elle peut avoir différents sous-plans, ils disent donc que c'est un plan, le plan mental. La plupart du temps, lorsque Blavatsky nous parle de plan, elle en parle dans le sens d'état de conscience. Elle nous dit que le but de l'aspirant à la sagesse est d'atteindre un autre état de conscience. Vous vivez ici, dans le monde physique, vous travaillez, vous élevez vos enfants et faites toutes les choses normales que vous avez à faire, mais vous faites cela à partir d'un état de conscience différent. À mesure que vous accédez à ces différents états de conscience, vos habiletés et vos capacités augmentent, comme elle dit, comme cela arrive dans le développement dans tous les autres domaines, par exemple sur le plan physique. Et Blavatsky, qui explique dans une des séances d'enseignement qu'elle faisait à son groupe intérieur, qui était un groupe d'étudiants sérieux qui gravitaient autour d'elle, elle expliquait qu'il y a 7 plans de conscience et que tout ce que nous percevons peut passer par ces plans. Les 4 premières étapes sont plus physiologiques. C'est la manière pour ces cellules de transformer les stimulations sensorielles en perception mentale, et pour l'étude que nous faisons, cette partie n'est pas vraiment importante. Mais les 3 étapes supérieures sont très importantes, et sur cette tablette qu'elle ou un de ses étudiants a produit, ces 3 états ou plans de conscience sont décrits. Le 5e, le discernement mental de la perception de soi, manas inférieure. Le 6e, la perception volontaire, acceptation volontaire d'une idée. Vous pouvez considérer ou ignorer la douleur physique. Le 7e, spirituel, entièrement conscient, aperception. La perception est la perception de soi, action consciente quand l'attention est fixée sur la perception, parce qu'il atteint la conscience de soi supérieure, manas. Alors, nous parlons de 3 plans de conscience à partir du manas inférieur, le premier, et nous allons tous les expliquer jusqu'à ce que l'on appelle la perception spirituelle qui atteint le plus haut sur le plan manasique, qui est tout près du plan bouddhique, en ce sens que, si vous pouvez atteindre l'état le plus haut sur le plan manasique, alors le mental devient le véhicule pour Bouddhi. Pour parler du premier, du discernement manasique du mental inférieur, c'est le mental de tous les jours que nous utilisons, et ce mental est conditionné par nos expériences passées, par nos souvenirs. Nous appliquons un discernement dans nos vies, mais il est basé sur nos expériences, notre conditionnement,
nos désirs. C'est donc un niveau de conscience dans lequel nous pouvons vivre, qui est celui-ci, le mental inférieur ou le discernement du mental inférieur, et c'est à ce niveau de conscience que la plupart des gens vivent, et souvent nous aussi. Il y a un niveau plus élevé. Nous pouvons aussi vivre dans un état de conscience plus élevé qu'elle appelle will perception, la perception volontaire. C'est de prendre une idée d'une façon volontaire. Pour donner un exemple, elle dit « Dans la vie quotidienne, lorsque nous avons une douleur, si elle n'est pas trop intense, nous pouvons en tenir compte ou l'ignorer. Par exemple, vous marchez parce que vous avez quelque chose à faire et soudainement, vous frappez votre bras sur la porte. Encore une fois, si la douleur n'est pas trop intense, vous avez ce choix d'ignorer la douleur et de continuer pour aller faire les choses que vous avez à faire ou d'être submergé par la douleur, demeurer assis sans pouvoir continuer. Il y a dans la conscience cette habileté que même s'il y a une douleur, que nous puissions continuer. Cette capacité peut aussi être appliquée à nos états psychologiques. Par exemple, quelque chose arrive dans la journée et cela vous perturbe. Si vous travaillez sur ces états de conscience, cet état de conscience vous donne la liberté de pouvoir choisir ce que vous voulez faire avec vos sentiments de frustration. Si vous avez la liberté de dire « Je sais que cela est douloureux, mais je dois continuer car j'ai ceci à faire » ou « Je ne répondrai pas d'une façon agressive à ce que l'on m'a dit et qui m'a fait de la peine » ou encore « Ce sentiment douloureux ne viendra pas changer ma perception de la réalité ». Si vous avez cette liberté de pouvoir accepter ou refuser une idée, une émotion et même une sensation physique, vous êtes à ce 6e niveau de conscience. Quand vous n'avez pas cette liberté, vous êtes au 5e niveau. Évidemment, le numéro n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a ces deux façons dont nous pouvons vivre notre vie. Une forme d'esclavage ou avoir plus de liberté. Mais ce n'est pas le plus haut niveau. Il y en a un encore plus haut qu'elle appelle aperception spirituelle. Et elle le décrit comme entièrement conscient. Lorsque notre perception ou attention est dirigée vers la perception elle-même. Par exemple, en ce moment, vous portez attention à ce que je dis, vous en avez une perception, mais avez-vous aussi la perception de votre présence? Si je vous disais que vous n'êtes pas ici en ce moment, vous me répondriez que cela ne fait pas de sens. Mais comment savez-vous que vous êtes ici? Cela est dû au fait que tout en pouvant percevoir ou être conscient de ce que je dis, vous pouvez aussi percevoir et être conscient que vous êtes là à écouter ce que je dis. Et il y a une différence. Si vous portez attention à ce que je dis, mais que vous ne portez pas attention à ce que vous êtes en tant qu'observateur, et si je vous fais remarquer cela, vous portez attention sur vous-même et sur ce que je dis. C'est comme porter des lunettes. Normalement, vous ne voyez pas les lunettes. Donc, il y a cette façon d'être où vous ne voyez pas les lunettes et cet état de conscience où vous avez la perception que vous avez des lunettes. Vous continuez à voir ce qui est devant vous, mais maintenant votre attention englobe ce véhicule par lequel la vision se fait. Cette aperception spirituelle est un état de conscience où vous n'êtes pas seulement conscient de ce que vous percevez, mais aussi de vous qui avez cette perception. Et elle dit que c'est l'état manasique le plus haut. Nous allons reparler de cela en détail. Donc, si nous voulons donner les caractéristiques particulières de ces 3 étapes, nous pourrions dire que la 5e est celle où nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous percevons le monde en fonction de nos propres désirs, nos propres limitations, nos propres conditionnements. La 6e étape, si nous allons dans la première colonne, est une étape de contrôle de soi,
une étape où nous avons le choix dans le sens où, lorsqu'il nous arrive une situation, nous pouvons la laisser nous affecter ou non. Et la 7e étape est une étape de conscience de soi. Vous transcendez même cette idée de contrôler une situation, mais vous vous élevez au-delà de cette situation et quoi qu'il se produise à l'intérieur de vous, vous en devenez simplement conscient et par cette prise de conscience, l'ordre est ramené dans cette réaction intérieure. Vous pouvez donc voir comment cette échelle part d'être centrée sur soi, passant par cette tentative de prendre contrôle et de devenir maître de soi-même, et cela finit par s'épanouir en cet état de pleine conscience. Maintenant, si vous regardez la 2e colonne de la 5e étape, c'est là que l'on remarque l'identification au soi, en ce sens que notre soi s'identifie à nos expériences et à nos émotions. La 6e étape en est une où il y a une dualité. Tout ce dont nous avons parlé dans la session précédente est de comment passer de la 5e étape à la 6e étape. Nous avons parlé de la maîtrise de soi. Nous séparons notre moi des élémentales. Nous disons ces élémentales ne sont pas moi. Ainsi, nous générons une dualité, car la 5e étape n'est pas une étape de dualité, c'est une étape de mauvaise compréhension de l'unité. Nous pensons que nous sommes nos émotions et cela produit une sorte d'unité tamasique. On définit souvent le mot tamas par ignorance ou noirceur. C'est une forme d'unité qui n'a rien à voir avec l'illumination. Par exemple, prenons ce cas d'unité avec soi-même. Une personne qui n'est pas intéressée par le chemin spirituel peut se mettre en colère, crier, se sentir soulagée et ensuite elle va se justifier et dire qu'elle avait de bonnes raisons de le faire car l'autre personne ne méritait. Donc, ici, il n'y a pas de conflit intérieur, pas de séparation entre lui, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est la 5e étape. Lorsqu'on arrive à la 6e étape, on commence à créer une dualité. J'ai fait ceci, mais je n'aurais pas dû le faire. Ce sont là mes émotions, mais je voulais faire quelque chose d'autre. C'est là un état particulier, car la dualité n'est jamais l'état ultime. Nous devons, dans un premier temps, séparer notre moi des véhicules de notre conscience avant de pouvoir en arriver à une plus grande unité. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais c'est Krishnamurti qui avait donné cet exemple. Il y avait un grand tapis et quelqu'un regardait un des coins du tapis. Et Krishnamurti a dit « Tu dois arrêter de regarder seulement le coin si tu veux voir le tapis au complet. » Donc, pour passer de la 5e à la 6e étape, nous devons arrêter de nous fixer sur ce fragment que j'appelle « moi ». Dans un premier temps, il y a une séparation et là, vous pouvez réaliser qu'en fait, le corps, les élémentales, la conscience sont tous des parties de moi dans l'unité. Mais maintenant, je ne fais pas que m'identifier avec les élémentales, mais avec le soi universel dans lequel tout ce qui est en est une partie, mes élémentales et ceux des autres. Mais pour en arriver à cette unité, vous devez d'abord vous séparer du fragment que vous appeliez « moi », et c'est pour cela que nous passons par cette étape de dualité. À la 7e étape, c'est la non-dualité. Dans cet état de pleine conscience, vous englobez tout ce qui est là, sans mettre une séparation entre ce que nous appelions le soi et le reste. Cela devient possible lorsque nous avons commencé à créer un espace entre nous et la réaction. Si vous vous identifiez encore à la réaction, vous serez automatiquement englouti dans cela. Mais lorsque vous avez travaillé jusqu'à un certain point à créer cet espace, alors vous pouvez embrasser la situation, quelle qu'elle soit, et c'est là l'état de non-dualité. Et si nous regardons dans la dernière colonne, l'étape du manas inférieur, c'est toujours une étape qui est une sorte de mécanique. Quelqu'un est méchant avec vous et vous êtes méchant avec lui. Il est gentil, vous réagissez de la même façon. C'est une réaction qui peut être spontanée, mais qui est mécanique.
Votre réaction est déterminée par ce qui est à l'extérieur. Et lorsque vous commencez à travailler sur le prochain niveau de conscience, il y a ce conflit interne. Il y a donc cette dualité, cette tendance à réagir mécaniquement et quelque chose dans votre conscience qui vous dit « je ne devrais pas faire cela ». Et cela produit ce conflit interne. C'est une étape difficile sur le chemin spirituel, une étape où parfois certaines personnes arriveront à la fin de leur vie avec ce que l'on pourrait appeler des dommages psychologiques parce que durant toute leur vie, ils auront d'une certaine façon lutté contre eux-mêmes. Souvent, cela fera que la personne sera plus irritable ou intolérante ou avec un manque de résistance pour garder son équilibre. Ceci n'est pas souhaitable, mais d'un point de vue plus élevé, c'est un effet secondaire de quelque chose de beaucoup plus important qui est en train de se produire. Évidemment, nous ne voulons pas en arriver à ce point. Mais si c'est une des conséquences de la lutte de l'âme qui essaie d'avoir une maîtrise sur la personnalité, lorsque cette personnalité sera abandonnée à la mort, dans la prochaine incarnation, cette âme sera beaucoup plus sage qu'elle l'était auparavant et la nouvelle personnalité n'en sera pas affectée. Toutefois, nous devons apprendre à gérer ces états de conscience en produisant le moins d'effets secondaires possible. C'est pourquoi je mets toujours une emphase sur l'importance de faire la différence entre le soi et ses réactions, parce que je pense que ce problème de lutte est dû au fait que nous nous sentons coupables lorsque nous nous identifions et que nous ressentons un manque de confiance parce que nous nous disons « je ne suis pas assez bon ». Ceci ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde, mais je pense que d'une façon générale, il est bon de se rendre compte que ce n'est pas qui vous êtes. Ce n'est pas un problème si la personnalité a des défauts parce que vous n'êtes pas votre personnalité et qu'il est naturel qu'il y ait des faiblesses dans la personnalité et que cela est totalement acceptable puisque c'est la façon dont les choses fonctionnent. Votre but est d'essayer d'améliorer cela autant que vous le pouvez. En ayant ce point de vue, le conflit interne n'a pas autant d'emprise et est moins dommageable. Mais lorsque nous travaillons sur la 7e étape de conscience, l'étape de la pleine conscience ou de l'attention, nos actions sont spontanées. L'action faite dans cet état de conscience n'est pas le résultat d'un conflit ou de nos préférences personnelles. C'est une action spontanée, ce n'est plus une action due à une réaction machinale. En apparence, ces actions peuvent paraître semblables, et c'est là le piège. Ce souvenir me revient à chaque fois que je parle de cela. Une des épisodes des Simpsons, c'est un dessin animé, et souvent ils font des caricatures très intéressantes. Il y a ce pseudo-gourou qui est arrivé à Springfield et il disait « Vous devez laisser l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer. Vous devez suivre le courant, ne pas réprimer vos désirs. » Et la ville est devenue un chaos total. Les gens se stationnaient au milieu de la rue parce qu'ils ne voulaient pas réprimer le désir de ce moment-là, et c'était ce qu'ils voulaient faire. Mais c'était le chaos partout, et c'est le problème lorsque les enseignements ne sont pas compris. Vous régressez à la réaction machinale au lieu de transcender vers l'action spontanée. Il y a une très grande différence entre les deux, mais ce n'est pas toujours clair, à moins que l'on comprenne bien le contexte et les explications de ces enseignements. Un exemple pourrait être dans le service. Dans le 5e état de conscience, nous pouvons penser « le service n'est pas une très bonne chose pour moi ». C'est difficile, ça prend beaucoup de montage, je n'ai pas vraiment le goût de faire cela. Cela amène un conflit interne et nous passons au travers tout ce processus, nous amenant à la conclusion que cela ne vaut vraiment pas la peine. Lorsque nous sommes dans le 6e état de conscience, nous comprenons que cela peut prendre une grande partie de notre temps. Peut-être que nous n'avons pas le goût de le faire parce que nous avons des choses plus plaisantes à faire, mais nous comprenons que c'est la bonne chose à faire, alors nous faisons ce qui se doit. Mais lorsque nous arrivons à la 7e étape, nous savons qu'en fait,
fait, le service à l'humanité est ce que nous sommes et ce que nous faisons et nous agissons en conséquence de façon spontanée. Nous ne sommes pas confinés dans un état de conscience particulier en permanence. Nous pouvons passer d'un à l'autre. L'idée est d'en arriver à un point où nous sommes toujours dans ce 7e état de spontanéité, mais d'ici à ce que nous y arrivions, il y aura des fluctuations d'un état à l'autre. Oui, nous passons constamment d'un à l'autre et dans les différents aspects de notre vie, nous pouvons être plus à un niveau ou à un autre. Mais de façon générale, nous travaillons de passer du 5e au 6e. Avec la pratique, nous sommes de plus en plus au 6e et nous avons parfois un aperçu du 7e. Et nous essayons de l'atteindre. Et nous retombons au 5e. Nous sommes constamment en fluctuation car la vie spirituelle est quelque chose de très dynamique. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose de penser quelque chose du genre « je suis au 6e état, je suis meilleur que toi, tu es au 5e ». Toutes ces étiquettes que nous aimons sont quelque chose de très immature. La perception volontaire. Parlons un peu de la 6e étape, celle de la maîtrise de soi, où l'on retrouve le conflit intérieur et le contrôle de soi. Tous ceux qui travaillent à l'entraînement de leur mental devraient conserver une attitude de ferme vigilance par rapport aux pensées qui viennent à l'esprit, et ils devraient exercer, vis-à-vis d'elles, une constante sélection, le refus d'héberger les mauvaises pensées, leur prompt rejet si elles parviennent à entrer, le remplacement immédiat d'une mauvaise pensée par une pensée bonne de nature opposée. C'est là un exercice qui dispose le mental de telle sorte qu'au bout d'un certain temps, il agit automatiquement, repoussant le mal de son propre mouvement. Annie Besant. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons passer naturellement d'un état de lutte où nous avons à nous servir de notre volonté, pas la volonté spirituelle, mais la volonté du mental, qui est une autre forme de désir, un désir plus élevé, mais les désirs sont toujours liés à une forme de conflit. Lorsque nous avons à lutter avec une partie de nous-mêmes, nous agissons en fait à cause d'un désir plus élevé, et c'est correct. Peut-être que c'est la seule chose que nous pouvons faire à ce moment. Mais en faisant cela, nos corps émotionnels et mentaux se purifient et commencent à agir de façon plus spontanée. Alors la porte s'ouvre pour nous, pour vivre de plus en plus dans un état de pleine conscience ou d'attention. Comme nous en avons parlé, si les émotions sont trop fortes, il est très difficile de demeurer dans cet état d'équilibre, cette attention passive. Passive dans le sens où nous n'essayons pas d'intervenir, nous sommes juste présents à ce qui est là. Et cet état de conscience dont nous allons parler apporte l'équilibre. Mais si les émotions sont trop fortes, il est très difficile d'en arriver là. Donc la première étape est de travailler pour en arriver là, comme le dit Annie Besant dans la citation, et éventuellement la porte s'ouvre pour un état de conscience supérieur. Et ce qu'elle recommande, portez attention à ce que vous pensez et ne laissez pas entrer les pensées négatives. Quand vous voyez que les pensées négatives entrent dans votre mental, à la 6e étape, celle du contrôle, essayez de vous dire « Je ne veux pas me laisser entraîner dans cela » et dirigez votre mental de façon consciente dans une autre direction. Le diriger vers quelque chose de positif est la meilleure alternative parce que vous allez attirer de la matière mentale et astrale qui s'harmonise aux émotions et aux pensées positives. Mais si vous ne pouvez pas vous distraire de façon consciente en pensant à un autre sujet pour ne pas vous laisser aller aux pensées négatives est une alternative. Ce n'est pas la meilleure option, mais c'est préférable à nourrir des pensées négatives. Et éventuellement, nous voulons en arriver à prendre une méthode plus positive. Dans la voie du silence, il est dit « Lutte avec tes pensées impures avant qu'elles ne le dominent. Agis avec elles comme elles le feraient avec toi. Si tu les ménages, qu'elles prennent racine et poussent, sache-le bien, ces pensées te terrasseront et te tueront. Prends garde, disciple, ne souffre même pas que leur ombre t'approche.
car, croissant en grandeur et en force, cette chose de ténèbres absorbera ton être avant que tu aies bien pu te rendre compte de la sombre présence du monstre immonde. La voix du silence. Comme vous voyez, dans la voix du silence, il y a ce langage mythique et poétique, et c'est là une stratégie d'enseignement. Très souvent, à travers la poésie et les histoires, nous apprenons plus parce que souvent un concept abstrait marquera moins notre conscience que des histoires soulignant des formes poétiques et graphiques. Donc, vous trouvez cela à plusieurs endroits dans la voix du silence. Mais le principe ici est très important. Si vous remarquez comment les humeurs se développent en vous, si vous essayez de travailler sur cela, vous allez découvrir que si vous essayez d'arrêter une humeur une fois qu'elle s'est complètement développée, cela est très difficile. Comme on le dit dans la voix du silence, cette humeur absorbera complètement votre être. Vous vous êtes déjà complètement identifié à cette réaction. Cette tristesse, cette colère, quelle que soit l'humeur, et votre mental est absorbé par cette réaction. Alors la façon de travailler cela est de prendre le contrôle au tout début. Toutes les réactions sont petites et faibles à leur début, et parce qu'elles sont si petites et apparemment inoffensives, c'est là le piège, parce que nous pouvons les voir, mais nous avons une tendance à ne pas y porter attention. Nous pensons que c'est juste une petite pensée, c'est juste une petite réaction du mental, et alors, sans que l'on s'en rende compte, cela commence à grandir, et lorsqu'on s'en rend vraiment compte, il est trop tard. Alors, nous devons développer assez d'observation de soi-même pour voir les pensées au tout début de leur formation. Et à ce moment-là, c'est relativement facile de dire « je ne veux pas aller dans cette direction ». Et cela, comme toute autre chose, se développe avec la pratique. Au début, nous réalisons que nous avons réagi une fois le fait accompli. Et avec la pratique, on pourra observer que nous sommes en plein dans la réaction, en étant maintenant conscients, mais ne pouvant déjà plus rien y faire. Avec encore plus de pratique, on pourra s'en rendre compte au tout début. À cette étape, vous vous en rendez compte au début, mais vous ne faites pas grand-chose pour contrôler la situation. Et cela vous entraîne dans la réaction. Et alors vous réalisez que dès que vous en prenez conscience, c'est là le moment d'agir. Donc il y a toujours un processus dans la façon de travailler ces choses. Et une autre chose qui arrive, étant conscient de la situation, nous apprenons à connaître les facteurs déclencheurs. Nous savons que si par exemple nous prenons nos courriels, quelles sont les choses particulières ou à quelle heure dans la journée. Donc, nous reconnaissons les facteurs déclencheurs qui amèneront cette boule de neige sur nos émotions et à ce moment-là, nous pouvons changer certaines de nos habitudes ou de nos horaires où ces facteurs déclencheurs se produisent et reprendre ces tâches lorsque nous sommes en meilleur état de conscience pour le faire. Par exemple, je ne prends plus mes courriels juste avant d'aller me coucher, sinon cela provoque des effets que je ne souhaite pas. C'est donc une tâche que je fais le matin ou lorsque je me sens bien ou émotionnellement forte et que je sais que je peux repousser ces choses que je ne veux pas entendre. Vous savez, comme Michel le dit souvent, la vie vous amènera toujours des situations qui seront au-delà de votre contrôle. À mesure que vous devenez plus sérieux et sincère dans votre décision de suivre le sentier, la vie devient une forme d'entraînement. Et cet entraînement consiste à mettre devant vous quelque chose qui est juste au-delà de ce que vous pouvez faire, parce que c'est à force d'essayer que nous développons l'habileté. Si la vie vous amène seulement des situations que vous pouvez gérer, alors il n'y a pas de croissance. Vous savez, Blavatsky et Bezant, les deux, disent que les défis se retrouvent toujours dans ces choses que vous pensez que vous ne pouvez accomplir. Et vous vous dites, si c'était juste un peu différent, si les choses étaient ainsi, je pourrais réussir. Bien sûr, et c'est pour cela qu'elles ne sont pas ainsi. La question n'est pas que vous vous sentiez bien lorsque vous gérez votre vie. La question est d'être entraîné à faire les choses que pour l'instant vous êtes incapable de faire.
Il est donc important de garder cela à l'esprit et de faire tout ce qui nous est possible en sachant qu'il y aura toujours des choses hors de notre contrôle. Nous avons un ami qui a trouvé un billet de 20 $ par terre et il nous expliquait comment il l'a trouvé et comment par la suite il a trouvé à qui appartenait ce billet de 20 $ et il parlait de jusqu'à quel point c'était gratifiant de pouvoir rendre le billet. Et je lui ai apporté ce commentaire. Supposons que tu sois une personne qui n'a absolument pas d'argent et que tu aies trouvé ce billet. Comment aurais-tu réagi? Oui, et même si vous ne réussissez pas, ce qui est important est d'essayer de passer à travers cette difficulté d'une façon honnête. Même si vous échouez, comme nous en avons parlé, le fait de passer au travers du processus d'une façon consciente est important, c'est ce qui développera l'habileté. Avais-tu quelque chose à dire? Il y a un enfant à qui on avait demandé de faire un exposé oral à son école. Et le sujet de l'exposé était Pourquoi il peut être bon d'échouer. Et elle a pris cette citation. Elle n'avait pas dit quel sujet lui avait été attribué au préalable, mais elle a pris cette citation. Je ne peux me rappeler de qui cette citation provient. On peut traduire la citation ainsi. Toujours essayer, toujours échouer, peu importe, essayez encore, échouez encore, mais échouez mieux. Oui, car en fait, plus nous aurons des échecs, plus de leçons nous aurons l'opportunité d'apprendre. Oui, plus haut est votre idéal, plus souvent vous allez échouer. Si la barre est trop basse, vous vous sentirez bien, car vous allez réussir. Michel disait toujours « J'étais une bonne catholique faisant tout ce que l'on me demandait, et quand j'ai commencé à travailler plus sérieusement, le niveau à atteindre était beaucoup plus haut. Et c'est comme ça, vos idéaux plus élevés seront hors d'atteinte. C'est pourquoi il est important d'être humble, de savoir que le travail consiste surtout à avoir des échecs et se relever. Et à chaque fois que vous vous relevez, vous vous améliorez. Ce n'est pas une question d'accomplir, de sentir que nous sommes une personne fantastique, mais c'est une question d'apprentissage et d'essayer de se développer. Lorsqu'une pensée mauvaise pénètre dans le mental, il vaut mieux ne pas la combattre directement, mais mettre à profit le fait que le mental ne peut penser qu'à une chose à la fois, qu'on le tourne donc aussitôt vers une bonne pensée et la mauvaise sera nécessairement expulsée. En luttant contre une chose quelconque, la force même que nous émettons cause une réaction correspondante et accroît ainsi la difficulté. Tandis que si nous tournons notre œil mental vers une image située dans une direction différente, l'autre image se trouve silencieusement hors du champ visuel. Une telle occupation du mental, avec des pensées pures, ne laissera aucune place pour les assaillants. En outre, le mental attirant ainsi à lui une matière qui ne répond pas au mal, s'affirme peu à peu dans son caractère positif et perd toute réceptivité à l'égard de cette sorte de pensée. Annie Besant. C'est là un autre principe important. Lorsque nous voulons travailler des faiblesses dans la personnalité, nous pouvons avoir des tendances un peu obsessives, à penser constamment à la colère, la tristesse, nos désirs, à ceci, à cela. Toute cette inquiétude augmente en fait le problème. Nous devons donc développer ce pouvoir de l'attention. Nous savons qu'une telle chose est un trait de ce cheval qui m'a été donné. Il ne sert à rien d'en faire une obsession. Il est préférable de travailler sur des moyens pour résoudre le problème, prendre de la maturité dans ce domaine. Focuser sur les pensées et le travail positif au lieu de constamment vous sentir mal à cause de vos faiblesses. Si vous voulez développer plus d'équanimité, ne placez pas votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de changements dans vos émotions. Travaillez sur l'équanimité, travaillez sur comment vous pouvez méditer et être en contemplation sur cet idéal. Lisez sur le sujet, sur certains auteurs qui parlent du sujet. Essayez de maintenir votre équanimité durant la journée. Et si vous avez un échec, oubliez cela et continuez de travailler sur l'équanimité. Ce sont les bonnes pensées qui remplacent les mauvaises ou quoi que ce soit qui est négatif. Ce n'est pas en affrontant directement ce qui est négatif que nous le vaincrons. C'est une sage mesure que de fournir constamment à l'esprit quelques pensées élevées,
quelques paroles de réconfort qui inspirent le désir de vivre noblement. Avant d'entrer dans le tumulte de la vie, tous les jours, régulièrement, nous devrions donner au mental le bouclier de la bonne pensée. Quelques paroles suffisent, tirées des écritures sacrées de notre race, récitées plusieurs fois dès le matin. Elles se fixeraient dans le mental, lui reviendraient à maintes et maintes reprises au cours de la journée, et le mental les répéterait machinalement chaque fois qu'il ne serait pas occupé. Annie Besant. Voici quelques petites méditations ou affirmations que nous pouvons faire. Je ne parle pas d'affirmations comme « je peux avoir tout l'argent que je désire ou que je mérite », mais des affirmations qui font que vous resterez concentré toute la journée sur le travail que vous faites. Choisissez sur quoi vous voulez travailler et trouvez, soit par vous-même ou dans certains écrits, des affirmations à faire au cours de la journée. Ce sont là de bons aides-mémoire. Comme je l'ai dit, à partir de votre cellulaire, vous pouvez avoir différentes sonneries à différents moments où apparaissent différents messages. Cherchez ce qui est bon pour vous. Parmi tous ces aides-mémoire, ceux qui vous aideront à garder à l'esprit votre intention principale, votre intention spirituelle. Alors toutes ces stratégies vous aident à vous établir solidement dans le 6e état de conscience, celui de la maîtrise de soi. Ce sont là des suggestions pour la mise en pratique. Et lorsque vous en arrivez là, jusqu'à un certain point, une porte s'ouvrira pour une approche différente. Une approche qui commence à transcender la lutte ou l'effort. Car si, à un certain point, tout cet effort est nécessaire, à un moment donné, la porte peut s'ouvrir à quelque chose d'autre, le 7e état de conscience, la perception spirituelle. Aperception spirituelle. Le mental n'est pas le sujet connaissant et devrait toujours être soigneusement distingué de lui. La plupart des confusions et des difficultés qui embarrassent l'étudiant viennent de ce qu'il ne se rappelle pas la distinction entre lui qui connaît et le mental, instrument au moyen duquel il obtient ses connaissances. Donc, nous avons un point essentiel. Normalement, nous pensons que nous sommes le penseur, celui qui réfléchit en ce moment. Maintenant, vous pouvez avoir une pensée négative et, dans la seconde qui suit, une positive. Quel est le point commun ici? Dans les deux cas, que la pensée soit négative ou positive, le point commun est que nous sommes conscients de cela. Donc, des pensées positives ou négatives peuvent entrer dans notre mental, des désirs pour le bien, pour le mal, entrer dans notre psyché. Les sensations peuvent survenir dans le corps, mais ce qui est constant, c'est vous, qui en êtes conscient, qui avez ces perceptions. Ce que vous êtes vraiment, c'est cette habileté, ce pouvoir de perception. En Égypte, ils ont l'œil d'Horus, une représentation de la déité, un grand œil. Je pense que cela représente parfaitement ce que nous sommes en tant que conscience. Nous sommes un grand œil, nous sommes cette habileté à percevoir, à voir. Ce que nous voyons est ce que le mental met devant nos yeux, ce que les émotions ou les sensations mettent devant nous. Les pensées qui viennent à votre mental, ce n'est pas ce que vous êtes réellement. C'est ce qu'Annie Besant dit ici. Le mental n'est pas le connaisseur. Le mental n'est pas le témoin, n'est pas celui qui observe. Plus nous pouvons porter notre attention sur notre nature en tant que celui qui perçoit et non en tant que les éléments que nous percevons, que les pensées, les émotions et les sensations qui sont devant nous, plus nous réalisons que nous ne sommes pas cela, que nous sommes séparés du mental, que le mental est seulement le véhicule recevant les perceptions. Car cela est très subtil, mais nous le réalisons de plus en plus à mesure que nous entrons dans ces états d'observation de soi. À un moment donné, vous commencez à réaliser que les pensées sont à l'extérieur de vous, que vous êtes celui qui voit les choses, pas celui qui les pense. Car d'une certaine façon, le corps mental nous a enseigné que nous sommes la perception de tout ce qui se présente devant notre conscience. Et faire cette distinction est nécessaire pour entrer dans le 7e état de conscience.
L'affirmation du moi « je suis » préexiste à toute autre chose. C'est au-dessus et au-delà de tout argument. Nulle preuve ne peut la rendre plus forte, nulle réfutation ne peut l'affaiblir. Toutes deux, la preuve et la réfutation, se fondent sur le « je suis », le sentiment inanalysable de la plus simple existence qui ne comporte aucun prédicat. Annie Besant. Ce qu'elle dit lorsqu'elle parle de ce sentiment de « je suis », d'être-té, elle parle du sentiment et non d'une pensée. Découvrir ce sentiment d'existence est très important. Encore une fois, si je vous demande « Comment savez-vous que vous êtes ici ?» Si je vous dis « Vous n'êtes pas ici », comment savez-vous que j'ai tort? Si vous regardez à l'intérieur de vous, il y a ce sentiment d'être, pas une pensée, une émotion, une sensation. Il y a une intuition, un sens d'être là. Quand Descartes a recherché sur le sujet, il n'est pas allé bien loin. Ses études essayaient de nier tout ce qu'il était possible de nier. Par exemple, vous pourriez être en train de rêver en ce moment. Comment le savez-vous? Peut-être que ce qui se passe n'est pas vrai, vous êtes simplement en train de le rêver. Il disait « Tout ce que je perçois pourrait très bien être un rêve. Donc je ne peux affirmer sans l'ombre d'un doute que tout ceci est réel. Tout ce que je perçois est peut-être irréel. » Alors quelle est la seule chose qui peut être réelle? Il dit « Le fait que je pense prouve que j'existe. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. » Mais même les pensées ne sont pas ce que je suis. Si vous êtes en méditation ou simplement assis dans un état de calme, vous pouvez découvrir que pour l'instant de quelques secondes, votre mental est tranquille. Il n'y a pas de pensée, mais pourtant vous êtes toujours là. Qui êtes-vous lorsqu'il n'y a pas de pensée? Ce n'est pas comme si vous pensez vous êtes et si la pensée s'arrête, vous disparaissez. Et les pensées reviennent à votre mental et vous réapparaissez. Non, vous êtes toujours là, en arrière-plan. Donc, qui êtes-vous lorsqu'il n'y a pas de pensée, d'émotion, de sensation? Il y a là une présence silencieuse que lorsque vous portez attention, que vous regardez à l'intérieur, vous pouvez observer. Vous pouvez essayer de faire cela lorsque vous êtes en méditation. Qu'est-ce qu'il y a derrière les pensées? Qui êtes-vous lorsque les pensées arrêtent pour un court instant? Et à mesure que votre perception s'améliore, de fois en fois, vous commencez à percevoir ce sens de l'être-té, de « je suis » dont Annie Besant parle. Ce sens du « je suis » est là, qu'il y ait des pensées, des émotions ou pas. Le problème est que ce sens de l'être-té est une sensation impersonnelle. Lorsque je ne pense pas, je ne fais qu'être. Je ne suis pas Pablo avec toutes mes expériences, mes conditionnements, mes préjugés. Je suis. Mais quand les pensées viennent à mon mental, avec mes souvenirs et mes expériences, ce pur sens de l'être se transforme en « je suis Pablo » et je suis à nouveau dans le conditionnement. Et il y a une différence entre ce pur sens de l'être et cette sensation d'être cette personnalité. C'est ce que nous devons découvrir et nous approprier de plus en plus. Par exemple, nous aurons tous des préjugés différents. Ce que chacun d'entre nous ressent en ce moment peut aussi être différent. Ce que nous pensons peut aussi être différent. Vous avez vos pensées dans votre tête et j'ai les miennes. Mais si nous demeurons en silence, nos pensées, émotions, sensations, nos corps sont tous des caractéristiques propres, c'est comme cela que nous sommes, mais si nous sommes tous dans un état de silence, est-ce que votre silence est différent du mien? Est-ce que votre silence a des caractéristiques particulières? Est-ce que le silence de Sushma est différent du silence de Pablo? Le silence est l'absence de toute caractéristique personnelle. Le silence est le même dans tous et chacun d'entre nous. La seule chose est que je peux expérimenter le silence, vous pouvez expérimenter le silence, mais le silence est le même. Nous expérimentons tous cet état d'unité de conscience qu'est le silence.
Donc, plus nous pouvons nous approcher de cet état silencieux du pur sens de l'être, plus nous approchons de cette nature impersonnelle, notre vraie nature. Et quand cette vraie nature s'associe avec mes pensées, mes émotions, mes sensations, alors je deviens une personne. Mais quand je me retire dans cet état de conscience silencieuse, alors je ne suis plus cette personne particulière, je suis au-delà de cette personne et c'est ce qui ouvre la porte pour cette aperception spirituelle. Donc, je veux mettre l'emphase sur cette dernière partie parce que cette connaissance de soi n'est pas quelque chose que vous obtenez par le raisonnement en y réfléchissant. Ce que Descartes a fait, c'est d'y réfléchir et il se limitait donc à la pensée. Sa conscience travaillait par le moyen de la pensée. C'est donc le plus haut niveau qu'il pouvait atteindre. Et il en a déduit que la plus haute réalité pour le moi était le raisonnement. Parce que c'est ce qu'il utilisait. S'il avait fait de la méditation, il aurait découvert que vous êtes toujours là, même quand les pensées sont absentes. Il y a encore une réalité. Donc, cette connaissance de soi n'a rien à voir avec les méthodes d'analyse de soi, avec la réflexion sur le sujet. Ça a beaucoup plus à voir avec la perception. Comme Blavatsky le dit ici, c'est un éveil. Lorsque nous atteignons un état qui n'a pas à voir avec la pensée, les émotions ou les sensations, notre conscience commence à s'ouvrir à ces autres dimensions provenant de notre nature divine. La vie quotidienne autour de lui et en lui est désignée comme l'objet de son étude et de son observation. Au lieu d'oublier ce que l'on appelle généralement les petits riens, les petits oublis, les lapsus accidentels de la langue ou de la mémoire, il est contraint de devenir chaque jour plus conscient de ses défaillances, jusqu'à ce qu'elles semblent finalement empoisonner l'air qu'il respire et l'étouffer. Et l'obscurité est rendue encore plus profonde par la voix intérieure qui crie sans cesse « Oublie-toi toi-même ». Méfie-toi, de peur que tu ne deviennes centré sur toi-même et que la plante géante de l'égoïsme spirituel ne prenne fermement racine dans ton cœur. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. H.P. Blavatsky. C'est une vision intéressante de ce grand paradoxe. Paradoxalement, la manière de s'oublier soi-même, dans le sens de ne pas être aussi concerné à propos de ses émotions, ses sentiments, est en observant ses émotions et ses sentiments. Blavatsky nous dit que l'étudiant voit souvent cela comme un paradoxe. L'idée ici est de s'oublier soi-même, d'aller au-delà de soi-même, et comment en arrivez-vous à faire cela? C'est en portant attention, encore beaucoup plus qu'auparavant, à toutes ces petites choses que vous faites, ressentez, pensez. Et on se dit, comment cela est-ce possible? Normalement, l'étudiant pense que l'enseignant l'encouragera à avoir des pensées plus élevées, d'oublier ce monde et de vivre, vous savez, là-haut. Et pourtant, l'enseignant lui dit non. Pour en arriver au niveau plus élevé, vous devez toujours être conscient ou avoir votre attention sur ce qui se passe ici-bas. Et Blavatsky nous dit, c'est le premier grand paradoxe qui est résolu lorsque l'étudiant en arrive à l'étape où il observe tout en étant au-delà de ce qu'il observe. Alors la façon d'en arriver là est d'encourager cette étape de l'observation de soi, de ce qui est à l'extérieur. C'est ce dont Krishnamurti a parlé toute sa vie. C'est en développant cet état d'attention de ce que je fais, de ce que je ressens, d'être conscient de ce pur sens de l'être au-delà de tout, qu'alors, petit à petit, nous accédons à ces aspects plus subtils. Mais cela se produit en développant notre attention dans la vie de tous les jours. La plupart des gens vont dans le monde, les yeux à moitié fermés, et nous pouvons en faire l'expérience par nous-mêmes, en nous questionnant sur ce que nous avons observé lorsque nous sommes passés dans une rue. Le développement de cette habitude d'observation fait partie de l'entraînement du mental et ceux qui le pratiquent trouveront que le mental devient de plus en plus clair, que son pouvoir augmente et qu'il devient plus facile à diriger,
Donc ils peuvent diriger leur mental sur n'importe quel sujet mieux qu'ils ne le pouvaient le faire auparavant. Maintenant, ce pouvoir d'observation, une fois définitivement établi, se fait automatiquement. Le mental et les autres corps enregistrent les images qui seront disponibles plus tard s'ils le veulent, sans pour cela qu'on doive y porter une attention particulière. Annie Besant. Alors encore une fois, on parle ici de cette idée que nous commençons par faire un effort pour atteindre cet état de conscience et éventuellement ça devient une compétence naturelle qui est toujours avec nous. Même si nous n'y portons pas une attention particulière, quand cet état de conscience est bien acquis, il est toujours disponible. Donc, pour atteindre cet état de conscience, nous devons encourager cette habileté à observer. Je me souviens la première fois que j'ai lu quelque chose à propos de l'observation de soi, c'était un livre d'Annie Besant, Le pouvoir de la pensée. Et ensuite, j'ai lu des livres de Krishnamurti. Et il mettait beaucoup d'emphase sur l'observation de soi, et je ne pouvais comprendre quelle était l'utilité de faire cela. Pour moi, si j'allais faire mon épicerie, il était nettement préférable de penser à des sujets théosophiques plutôt que de porter mon attention sur l'arbre qui a été et sera toujours là. Quel est l'avantage de faire cela? Mais l'idée est que cet état d'être conscient est quelque chose d'essentiel et nous commençons notre entraînement en portant notre attention à n'importe quoi là devant nous. Et cette conscience prendra de plus en plus d'expansion jusqu'à englober tout notre être. Bien sûr, si nous avons à réfléchir à quelque chose, nous pouvons nous asseoir et y réfléchir. Et on ne doit pas devenir obsessif. Il y a des moments pour se concentrer sur un sujet particulier et cela est parfaitement correct. Mais de façon générale, nous devrions nous servir de la vie quotidienne pour être capables de développer en nous cet état de conscience, d'être alerte, vigilant. Durant ces heures de méditation, l'étudiant trouvera qu'il y a un espace de silence en lui où il peut prendre refuge de ses pensées et de ses désirs. En plongeant sa conscience profondément dans son cœur, il peut atteindre cet espace, au début seulement lorsqu'il est seul dans le silence et l'obscurité, mais quand le besoin pour le silence s'agrandit suffisamment, il se tournera pour chercher cet espace même au milieu des luttes avec le soi et il le trouvera. Seulement, il ne doit pas lâcher son soi extérieur ni son corps, il doit apprendre à se retirer dans cette citadelle lorsque la bataille devient acharnée, mais sans perdre de vue la bataille, sans se permettre de croire que ce faisant, il a remporté la victoire. Cette victoire n'est remportée que lorsque tout est silence à l'extérieur comme à l'intérieur de la citadelle. H.P. Blavatsky. Elle aborde beaucoup de choses ici et d'une façon très intéressante. Dans un premier temps, nous atteignons cet état de silence durant nos séances de méditation. Lors de nos séances de méditation, nous créons une sorte d'environnement artificiel pour en arriver à atteindre un nouvel état de conscience qui serait beaucoup plus difficile à atteindre dans notre vie de tous les jours avec tous les défis et les distractions. Donc, dans un premier temps, si vous voulez atteindre ce pur sens de l'être, c'est plus facile d'y arriver lors de nos séances de méditation. Et, comme elle le dit, c'est là le premier endroit où nous pouvons apprendre à demeurer à l'intérieur de nous-mêmes, où nous pouvons prendre refuge de nos pensées, nos émotions, nos sensations. Et ensuite, elle dit, lorsque ce besoin de silence devient plus fort, et cela est très important, car vous verrez qu'au début, ce silence est ressenti comme un vide, une perte, comme si nous nous perdons nous-mêmes. Ce sont là des réactions des élémentales, comme nous en avons parlé, lorsque nous retirons notre conscience de notre personnalité. Il y a cette espèce de sentiment. Certaines personnes disent « j'ai besoin de me sentir ancré ». Et très souvent, c'est simplement la réaction de ces élémentales qui ressentent la conscience qui se retire de ce à quoi nous nous identifions habituellement.
Donc, à mesure que nous progressons, petit à petit, nous commençons à créer un endroit où nous pouvons demeurer en silence et nous commençons à être de plus en plus confortables dans cet état de silence. À un moment donné, ce besoin de silence devient plus grand que le besoin habituel d'être dans l'agitation. Lorsque cela arrive ou commence à se produire, alors nous commençons à avoir accès à cette conscience périphérique, cette attention silencieuse dans notre vie quotidienne, parce que nous ne sommes plus aussi attirés par les sensations qu'auparavant. Et elle dit, quand le besoin de silence devient plus fort, on peut même en arriver à cet état de silence dans notre vie quotidienne. Et même en pleine réaction émotionnelle, nous découvrons qu'il y a un endroit, un état où on peut se retirer et demeurer en équilibre, même si notre corps peut être perturbé. Et elle ajoute, et c'est un point très important, se retirer ne veut pas dire ignorer, quitter ou essayer de s'enfuir. Nous devons nous retirer en notre centre tout en gardant les yeux ouverts, observant ce que notre personnalité est en train de faire. Supposons qu'une situation grave se produit et que notre personnalité réagit. Vous observez cette réaction. Vous n'essayez pas de la combattre, de la contrôler. Ce que vous faites à cette étape de conscience, c'est de vous retirer et d'observer, de laisser la réaction se développer dans votre personnalité et vous l'englobez dans votre état de conscience. Et si vous pouvez maintenir cet état sans être entraîné dans la réaction, à un certain point, l'état de conscience lui-même rétablira l'ordre, apaisera la réaction, peut-être après 1 seconde, peut-être après 10 ou 15 minutes, et alors tout redevient calme. Et c'est à ce moment-là que le processus est complété. C'est ce que Blavatsky dit. Lorsque le silence est revenu, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est donc là quelque chose qu'il est très important de commencer à pratiquer. Et il est préférable de débuter avec des petites réactions. Vous êtes bouleversé parce que quelqu'un a mangé le morceau de gâteau que vous alliez prendre. Observez ce petit bouleversement et au lieu d'essayer de le contrôler, de dire « je ne devrais pas avoir ce genre de réaction », essayez de prendre l'approche selon ce 7e état de conscience. Laissez cette réaction se développer en vous et observez-la avec intérêt. Je dirais même avec un certain amour, comme si un de vos amis est bouleversé et vient vous voir. Donc, vous observez vos sentiments en y portant votre attention, mais sans vous laisser entraîner dans la réaction. Et vous verrez que cela vous arrivera éventuellement, que la réaction revient à un équilibre par elle-même. C'est donc la façon de travailler lorsque nous sommes à cette étape des états de conscience. Alors qu'il lutte pour contrôler la rafale des passions et des désirs, il réalise plus pleinement quelle immense puissance il s'est juré de conquérir. Il se sent encore, en dehors du silence, plus proche des forces de la tempête. Comment sa faible force peut-elle faire face aux tyrans de la nature animale? Mais s'il change l'attitude en lui-même et qu'il agit sur la foi que son corps, ses désirs, ses passions, son cerveau ne sont pas lui-même, bien qu'il en ait la charge et qu'il en soit responsable, s'il essaie de les considérer comme faisant partie de la nature, alors il peut espérer devenir un avec la grande vague de l'être et atteindre enfin cet endroit de paix et d'oubli de soi. H.P. Blavatsky. Lorsque nous essayons de travailler avec les émotions et les autres aspects, nous réalisons jusqu'à quel point elles sont puissantes et que souvent ces réactions nous entraînent. Il y a des habitudes qui sont avec nous depuis tellement longtemps que nous nous sentons impuissants, croyant que nous ne pourrons jamais les changer. Alors Blavatsky nous dit, pour essayer de les arrêter, il faut savoir que ces émotions sont la manifestation de tout un règne de la nature, le règne élémental. Ce ne sont pas mes émotions, mais les mouvements de ces créatures du règne élémental qui fonctionnent à travers moi et les autres à différents moments. Ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est pourquoi Krishnamurti disait « Vous êtes le monde et le monde c'est vous ».
toutes les émotions, tous les mouvements qui sont dans le monde, il y a un échantillon de tout cela dans notre conscience. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Ici, ce n'est pas ma petite conscience qui est séparée de la vôtre. Tout ce qui se trouve dans l'humanité est aussi en moi-même. Alors, comment pouvons-nous, en tant que soi personnel, gérer des forces qui sont des forces universelles? Blavatsky nous dit dans cet article, c'est comme essayer d'arrêter une tempête sur l'océan avec un souffle sortant de notre bouche. Nous ne pouvons pas arrêter une telle force. Mais elle dit, si nous pouvons changer notre attitude et arrêter de se regarder en tant que personnalité, lorsque vous arrêtez de vous identifier comme étant votre personnalité, cela amène une expansion de la conscience à un état universel, à cet état d'action impersonnelle, et alors la conscience universelle appartenant à cet état opérera à travers vous. Est-ce que tu peux nous remontrer et lire la diapositive? Mais s'il change l'attitude en lui-même et qu'il agit sur la foi que son corps, ses désirs, ses passions, son cerveau ne sont pas lui-même, bien qu'il en ait la charge et qu'il en soit responsable, s'il essaie de les considérer comme faisant partie de la nature, alors il peut espérer devenir un avec la grande vague de l'être et atteindre enfin cet endroit de paix et d'oubli de soi. Donc, si vous pouvez en arriver à cette étape où vous reconnaissez que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous fait partie de la nature, si vous pouvez dépersonnaliser cela, alors vous devenez en harmonie avec la grande vague de l'être universel. On parle de vagues parce qu'on se réfère à l'exemple des vagues sur l'océan. Et à ce moment-là, c'est le soi universel qui agit à travers vous. C'est ce dont parle Blavatsky quand il dit « C'est à ce moment que la volonté spirituelle de la personne se fusionne au mental divin. Quand nous en arrivons à cette étape de conscience, nous ne faisons plus qu'un avec l'univers et c'est là la vie impersonnelle d'une force de la nature. » Ce n'est pas impersonnel parce que vous n'êtes plus là. Ce n'est pas impersonnel parce que vous n'avez plus de perception de cette vie. C'est impersonnel parce que ce qui passe à travers vous est une force universelle et en fait, c'est cela que nous sommes vraiment. Donc ici, nous voyons le résultat final de ce qui doit commencer par une pratique d'essayer d'être conscient et de porter notre attention dans la vie quotidienne, autant de ce qui est à l'extérieur de nous que de ce qui est à l'intérieur. Alors je pense que nous pouvons arrêter ici.